Alors, première question. Dans le business model de Genspot, est-ce qu'il y a une place pour les partenaires? Est-ce que comment tu vends? Oui, bonne question. C'est vrai que j'ai pas abordé ça dans la présentation. Alors nous, notre modèle, il est effectivement il est hybride comme tous les fournisseurs de SaaS. C'est-à-dire qu'à la fois, on donne un accès très direct à la plateforme. C'est-à-dire qu'effectivement, n'importe qui peut s'inscrire, démarrer une plateforme avec un mode de type 30 jours et c'est gratuit. C'est comme ça qu'on fonctionne, dans lequel on accompagne, on a le même modèle que Salesforce là-dessus, le client pour voir qu'est-ce qu'il peut faire avec cette plateforme pour ensuite aller plus loin. Mais évidemment, notre modèle de déploiement, après, il est à travers les partenaires. D'ailleurs, on a pratiquement, là, sur les 2 derniers mois, on a pratiquement la moitié de notre business qui arrive par des partenaires. Parce que effectivement c'est eux qui sont en contact avec les différents métiers. D'ailleurs c'est des partenaires on a à la fois des partenaires un peu IT, des petites aides au choix, des gens comme, je ne sais pas si vous connaissez, des gens comme Next Modernity, comme Useo, comme voire un consultant, qui sont très positionnés sur le côté réseau social. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit aussi d'autres partenaires qui sont plus organisation et qui viennent justement en appui d'un support business. Donc nous, notre modèle, et ça pour le coup avec RSM, vous avez bien vu, effectivement c'est évidemment première étape, nos références on les a eues avec le petit bras, c'est toujours comme ça, et par contre là notre déploiement il va se faire effectivement à travers les partenaires, ça c'est clair. J'avais une deuxième question, mais je crois qu'il est déjà répondu, qui est international, parce qu'après les chiffres... Oui, alors je suis déjà international, mais pas tant que ça d'un point de vue business pour être tout à fait clair. Vous avez bien compris, notre stratégie, elle a été tout de suite de lancer le projet à l'international. Et pour une raison simple, moi j'ai une conviction là-dessus, et que je me suis forgé sur mes différentes expériences, et puis même d'autres boîtes que je suis, c'est que les US, c'est le point centrique pour l'IT. C'est eux qui donnent le là et l'imprimatur. Je dirais que c'est comme pour les parfums, si on ne les lance pas en France, on est juste ridicule, quoi. Je vous dis, j'ai un parfum belge, est-ce que ça vous va plaire, madame? Peut-être, il faut voir, mais bon, je n'offrirai pas un parfum belge à ma femme, vous voyez pas. Bon. Donc, il y a une imprimatur, je lui offrirai un parfum français. Il y a une imprimatur IT dont on a du mal à se débarrasser. Donc nous, on a totalement assumé ça, et par contre, je n'ai absolument pas honte dans l'autre sens d'être français. Je pense même qu'on a même des capacités, etc., dont on n'a pas à rougir. Donc, j'ai fait comme d'ailleurs plein de gens font par rapport à sur de marque, on s'est lancé aux US en termes de marque, et ensuite on va aller justement aussi vendre aux US. Ce qui est plus difficile, si vous regardez, c'est d'ailleurs c'est comment on vend concrètement aux US, soit en termes d'un point de vue juridique et autres. Et donc là, on est en train de travailler tout ce que j'appelle le back-office pour être capable, par exemple, justement de facturer, de faire du billing SaaS au niveau mondial. Et Dieu sait que ça, c'est pas simple là-dessus, de faire ça. Donc c'est cette partie juridique, parce que là, par contre, pour avoir... J'ai bossé aux US en plus, je sais qu'il ne faut pas jouer avec les US. C'est pour ça que j'ai préféré même attendre là-dessus, parce que la moindre anicroche, 3 ans après, vous avez un contrat, et 3 ans après vous avez un procès sur ce contrat, et si là-dessus vous n'êtes pas ultra blindé, c'est la mort assurée, parce que c'est un marché extrêmement exigeant en termes juridiques et culturels. Mais en tout cas nous, et je finis là-dessus, notre force elle est simple, moi j'ai 400 000 visiteurs par mois sur genspot.com. Aujourd'hui déjà rien qu'en France, parce que on fait le travail là-dessus, on fait de la transformation pour faire se démarrer, voilà. Donc on a déjà du lead entrant avec ça. Donc moi, à partir du moment où j'ai le back-office qui est prêt de billing, j'ai plus qu'à, entre guillemets, ouvrir le robinet de mes visiteurs. Donc j'ai pas besoin d'acheter du marketing US. Parce que c'est une grande force du projet pour le coup. Okay. Alors, dans ta présentation, il y a un mot qu'on aime beaucoup qui n'apparaît jamais. Oh. Et je suppose que c'est soit involontaire, mais je ne peux pas croire, ou c'est fait exprès. Il n'y a pas le mot cloud. Oui, et pourtant tout à l'heure j'ai dit en introduction qu'ici j'étais, entre guillemets, on était chez nous. Voilà. Alors déjà parce que pour moi, d'abord il y a plein de raisons pour ça. Le mot cloud est compliqué. Le mot cloud renvoie à plein de choses et chacun projette des choses là-dedans. Voilà. Moi, mes clients et les gens à qui je parle, quand je leur dis SaaS, là ils comprennent. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que ça ils comprennent. Ils comprennent ce que c'est le SaaS. Et pour moi le cloud, justement, ma perception du cloud, d'ailleurs du coup chacun y met un petit peu sa petite étiquette, c'est que pour moi c'est l'infrastructure qu'il y a derrière, parce que nous effectivement nous aussi on a du cloud derrière en termes de machines. Mais c'est comme si, c'est comme si quand je faisais des logiciels, j'allais pas mettre, on fait des logiciels et avec des disques durs.
Donc ça veut dire que pour moi le cloud est aujourd'hui trop ambigu en termes de communication. Par contre, effectivement, nous on fait partie de cette famille. Mais le SaaS, pour moi, là les gens comprennent. Voilà, c'est la raison. C'est pur, hein. Est-ce que ça répond voilà. Oui, j'ai deux questions. Mais avant, j'ai monsieur qui est pas du tout d'accord. Allez-y. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire? Alors, la définition de cloud est même officielle. Il y a une liste qui a été donnée une définition qui est très claire. C'est des ressources informatiques de différents types, infrastructure, plateforme ou services. Oui, mais le SaaS en l'occurrence. Oui, voilà, donc du coup, c'est un peu sans ça, je disais tout à l'heure, c'est comme si avant, je disais pas, on faisait des logiciels avec des disques durs. Et là, mais vous avez raison, il y a une définition. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sens pas. D'ailleurs, on est à Eurocloud, on ne se sent pas anti-cloud du tout. Simplement, c'est que, moi je me rappelle très bien, on a eu à un moment donné des présentations dans lesquelles j'avais mis en avant le mot cloud, etc. Et alors là, c'était genre, mais de quoi on parle, mais pourquoi je comprends plus. Là où on dit, vous allez voir, c'est plus du logiciel, c'est du SaaS, les gens disent oui. Quand vous dites, vous allez voir, le truc, c'est dans le cloud, Poussin, c'est où? Et ils sont paniqués. Voilà. Alors, voilà. Et comme je suis aussi un homme du marketing, je dis, bon, je ne veux pas paniquer mes clients pour rien. Justement, voilà. alors votre infrastructure, parce que c'est pas votre truc, vous disiez au début, c'est pas, mais elle est où? Justement. C'est à vous, vos data centers, vous appuyez sur celui. Non, justement. Par contre, on ne s'appuie pas sur les data centers d'Amazon, même si on a, d'ailleurs, on les a testés, etc. On a joué avec pour des raisons de coût. Aujourd'hui, on a des gains de coûts sur les infrastructures, on a plusieurs data centers. On joue avec quelqu'un qui s'appelle Hexaglobe et on joue avec OVH. En gros, on joue déjà avec plusieurs data centers, voilà, et aussi pour des raisons justement de réplication. Et on joue aussi d'ailleurs avec un troisième pour des problématiques encore de réplication de backup. Donc en fait, on a 3 endroits physiquement qui eux-mêmes sont d'ailleurs eux-mêmes répliqués. Bon, après, mais Amazon, non, c'est trop cher aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trop cher par rapport à nous, quand on parle d'une machine, en comparaison, il y a un facteur 3 en termes de prix quasiment. C'est assez impressionnant. Voilà. Ouais, oui, c'est effectivement. Alors d'ailleurs, il y a une initiative. Les data centers sont purement français ou pas forcément? On a un bout qui sont créés aux US. Oui, mais d'ailleurs, nous, nous, on a pensé ça parce qu'on se dit que les entreprises vont nous titiller là-dessus, et de plus en plus. Et c'est vrai. Alors, en fait, notre principe, nous, en fait, on a virtualisé tout ça et on peut travailler sur plusieurs data centers différents. Donc moi, ma vision à long terme, c'est de dire, bon, on aura des data centers, déjà géographiquement reliés, c'est ce qu'on a déjà sur le point .com un peu, parce que vous avez des problèmes de hop, quand vous allez des US en France, ça prend un temps trop long pour qu'il y ait une perception de fluidité. Donc ça, il faut rapprocher les machines près des gens, tout simplement, parce que c'est tout bête. Alors qu'après, il y a plein de mécanismes, enfin le meilleur moyen, c'est quand même de mettre des machines du bon côté de l'Atlantique. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est légal, parce que nous, on a déjà des gens en France qui nous ont dit on signe avec vous, mais les data centers doivent être en France. Et troisième niveau, c'est les problèmes de SLA. Parce que, qu'on le veuille ou non, si vous êtes sur une infrastructure qui a un SLA de X, même si vous faites du overdub, vous dupliquez, etc., mais à un moment donné, non, vous êtes contraint par son SLA. Donc, et puis, il y a aussi des effets psychologiques. C'est-à-dire qu'une banque, elle a besoin d'avoir un nom. Je lui dis Hexaglobe, je lui dis OVH, c'est non, ça ne suffit pas. À la limite, même si le SLA peut être meilleur, non, c'est psychologique, il faudra que ce soit au bon endroit. Bon, donc, moi je pense le marché est dans cette logique-là, donc nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un point de vue technique, on est capable de se déployer sur plusieurs data centers. Et puis après, en fonction du niveau de SLA, aujourd'hui on a ce qu'on appelle le niveau standard, voilà, et puis qui compense, qui est très largement suffisant à mon avis pour tout le monde, mais voilà, pour ceux qui sont un peu plus exigeants ou whatever, dans ces cas-là, on passe sur d'autres data centers, et moi je discute aussi avec des gens comme IBM aussi, qui ont des offres assez intéressantes là-dessus, parce que là, pour le coup, vous avez les Primato IBM, voilà. Voilà. Et juste, vu qu'on finit sur le cloud, il y a des initiatives aujourd'hui françaises et européennes de cloud type Amazon qui sont lancées. Nous, on fait aussi partie de Cap Digital, qui est vous savez, pôle de compétitivité, voilà, facile. On est assez actifs d'ailleurs là-dedans. Et donc, il y a plusieurs initiatives de cloud, et nous, on pousse comme des malades pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Parce qu'on pense que, à terme, l'effet Amazon est trop cher, ça c'est juste un effet, parce qu'aujourd'hui, il y a un effet de rareté. Qu'effectivement, la tendance sera que demain, il y ait plusieurs fournisseurs de cloud. Et ce que j'espère, c'est qu'il y aura des fournisseurs de cloud européens forts. Parce qu'aujourd'hui, ils sont très dominants, ils sont très en avance sur la techno. Donc nous, par exemple,
on soutient plusieurs, il y en a au moins 3 sur lesquels après moi j'ai pas de prétention à dire c'est celui-là ou tel autre, mais il y a un consortium avec Orange, Thales et Dassault Systèmes qui j'espère voilà. Il y en a un autre avec Bull, voilà, et il y en a un troisième qui est en train de se faire plutôt à l'initiative de plusieurs PME. Voilà. Dans les 3 cas, nous ce qu'on dit, Bull c'est plutôt pour le calcul intensif, donc c'est pas trop pour nous, mais qu'importe, il faut qu'on ait en France et en Europe, d'abord en Europe d'ailleurs, plutôt qu'en France, une indépendance du cloud. Voilà, ça c'est là-dessus on est assez affirmatif. Voilà. On parle international, Pour l'objet auquel je pense, le data center France, vous pouvez garantir à un client que ces données seront uniquement en France? Oui, parce que justement, ça fait partie des... nous, la BNP, en fait, justement, alors c'est là où je dis, on a plusieurs data centers, et on a certains qui vont être plutôt de type... c'est là où après, c'est intéressant. Il y en a qui sont plutôt stickés, mais qui peuvent être du coup plus chers, parce qu'ils sont justement de certaines particularités. Et puis on en a d'autres qui sont plus élastiques, comme on dirait, et qui du coup sont plutôt avec des machines un peu moins chères, mais à la limite dont on a moins le contrôle. Enfin, c'est vraiment un jeu de... Et en grandissant, de toute façon, moi ce que je vois, c'est que ça se stratifie petit à petit, les demandes. Et elles sont assez claires, comme toujours, les PME on a à peu près rien à faire. Et alors ce qu'elles veulent, c'est un bas prix. Et puis les grands comptes, soit c'est stratégique, soit ça ne l'est pas. Et si ce n'est pas stratégique, elles sont dans la catégorie PME, sans le dire, parce que si on dit qu'elles sont dans la catégorie PME, elles le prennent mal. Mais elles sont quand même en fait dans la même logique. Et puis les autres, elles sont par contre dans une logique très... et là, du coup, on rentre dans les questions de sécurité, d'audit et de machin. Et voilà. Bon. Ma 4e question, c'est est-ce qu'il y a de la place dans ce monde qui est la même avec des grands, des gens très très forts, est-ce qu'il y a la place pour un James Bond français? J'espère. Bonne question. Non, nous on pense... nous on pense déjà, quand il y a un nouveau secteur, il y a toujours, de toute façon, une floraison de boîtes. Donc ça, la concurrence, ça ne me fait pas peur. Après, il y a un deuxième point, c'est que les gros mammouths en fait cachent la forêt, parce que les mammouths, donc les fameux IBM avec Love Connection et puis d'un autre côté à Microsoft avec SharePoint, en fait, vont être majoritairement utilisés pour ce qu'on appelle l'entreprise interne. Et pour moi, ils sont sur leur chasse gardée qui est je suis sur le mail et je veux juste aller un cran plus loin parce que vous voyez bien aussi qu'il y a un lien entre le mail et le réseau social. La question de savoir d'ailleurs qui mangera l'autre ou est-ce qu'il y aura à un moment donné un rapprochement est déjà posée parce que Facebook, par exemple, met les pieds dans le plat en lançant une offre qui va contrer un peu Gmail tout en étant bon. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et Facebook et Google à l'opposé, totalement excité à se dire comment je vais pouvoir faire du social, sachant que c'est les 5 projets qui lancent qu'il faut avoir. Bon. Un gros problème stratégique. Ça a même été d'ailleurs le premier, c'est pas un profit warning, mais c'est un warning d'analyse pour dire si le prochain coup ils réussissent pas dans le social, ils sont morts. C'est un truc de... Bon. Non, c'est fou de dire ça, mais bon, il y a des gens qui l'ont dit, et que ça d'ailleurs ça a été une inflexion du cours de Google, et là ils viennent de reporter Google Me, qui est leur logique sociale. Donc, je reviens sur le truc. Ok, les mammouths sur le mail, et eux sont sur l'interne. D'ailleurs, nous, c'est pas notre bataille. Hein. Moi, je ne suis pas sur la bataille d'être le réseau social des gens que j'ai cités, Orange. Orange a choisi SharePoint, très bien. D'ailleurs, ils vont déployer 2010 en 2014. Bon, voilà, tout va bien, ils vont prendre le temps d'un déploiement à l'intérieur d'un grand groupe. Hein. C'est comme ça. Bon. Et donc, nous, on est plutôt déjà sur le business. Et quand on regarde ça, il y a une telle profusion de projets autour de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... pratiquement il n'y a aucun des process que j'ai montrés qui n'est équipé de type avec un réseau social. Alors que c'est un levier de revenus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se jeter dessus, tous les éditeurs, donc SAP d'ailleurs le fait aussi, etc. Sauf que comme ce n'est pas les pure players, voilà, ils vont faire comme d'habitude des trucs un peu grossiers. Donc nous, ça nous donne aussi des boulevards autour de ça. Voilà. Bon, après, il y a toujours, on voit bien, il y a des gens qui sont très bien implantés, comme Jive, l'américain, qui a quand même levé 57 millions de dollars. Et pour ce genre de secteur, à la vitesse et à la qualité, c'est pareil, c'est assez record. Ils ont fait des tours à toute vitesse. D'habitude, c'est plus long. Mais voilà. Mais parce que justement, on sent bien que c'est un marché qui est explosif. C'est pas pour rien que les Américains et les VC américains, d'ailleurs, les plus gros, hein, on est en train de parler des plus gros venture capital, mettent vraiment du fric là-dessus, parce que là, pour le coup, et derrière, le chiffre d'affaires suit, en plus. C'est pas juste, justement, du vaporware. Jive, par exemple, en même temps, il crée, par exemple, c'est intéressant, il crée pratiquement 1 euro de chiffre d'affaires avec 1 euro de levée, à peu près. Il en est à peu près là aujourd'hui.